Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et je travaille maintenant à mon compte en tant que rédactrice web SEO. Aujourd'hui, je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout, je suis bien placée pour savoir que le chemin de la reconversion peut être très long. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une 3e saison d'interviews pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 24e épisode, je suis ravie de recevoir Marie qui s'est reconvertie au sein même de l'Éducation nationale. Après une première partie de carrière en tant que professeure de mathématiques, Marie a tout mis en œuvre pour devenir conseillère principale d'éducation. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle exerce ce métier avec passion et je suis vraiment très heureuse de pouvoir valoriser ce type de reconversion. Dans cet épisode, on parle de pédagogie, d'humain, de conviction et de tout ce qu'il est possible d'accomplir quand on le veut vraiment. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour Florence. Donc je suis très contente de te recevoir sur le podcast et donc comme je disais, c'est une auditrice qui s'appelle Manuela qui nous a mis en contact et à qui je passe le bonjour et qui nous écoutera peut-être dans sa voiture en allant au travail. Oui, je lui dis aussi bonjour, c'est une amie effectivement qui est professeure des écoles et qui cherche aussi à se reconvertir. Comme c'est étonnant. Est-ce que, pour commencer, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Eh bien voilà, je m'appelle Marie, je vis dans un petit village de l'Orne et je suis professionnellement conseillère principale d'éducation dans un collège au Mel-sur-Sarthe, dans un établissement qui n'est pas non plus un très grand établissement. Il y a un petit peu moins de 300 élèves et je suis dans ce collège, je viens de terminer ma 4e année dans cet établissement. Et avant d'être CPE, que faisais-tu ? Alors, avant d'être CPE, j'étais professeure de mathématiques. Voilà, j'ai commencé ma carrière, en fait, et c'est le seul métier que j'ai vraiment exercé. Bon, j'avais fait des petits jobs en étant étudiante, mais comme activité professionnelle à temps plein, je n'ai fait que de l'enseignement avant d'être conseillère principale d'éducation. Donc, je suis toujours dans l'éducation nationale, mais avec une autre fonction. C'est ça, et c'est justement ça qui m'intéressait beaucoup dans ton parcours, parce que comme je te disais hors micro, il y a souvent des personnes qui écoutent le podcast et qui veulent changer de quotidien, mais qui aimeraient garder une certaine sécurité de l'emploi et qui souvent aimeraient rester au contact des jeunes. Et c'est pour ça que ta reconversion, je l'ai trouvée super intéressante, que ce soit dans le sens où toi tu l'as faite ou dans un autre sens, ou entre le primaire, le secondaire, etc. Je me dis que ça va sûrement parler à beaucoup de personnes qui se posent les questions que tu as dû te poser. Et qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu es partie sur l'enseignement des mathématiques, justement ? Je crois que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je ne le fais pas. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu, alors pas un hasard, mais pas très loin. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis jamais rêvé professeur de mathématiques. C'est pas un rêve de petite fille du tout. C'est juste, pas que juste, mais il y a eu un concours de circonstances. D'abord, j'ai été une bonne élève en mathématiques. J'ai toujours eu des facilités dans cette matière-là. Et donc, quand à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose après le bac, c'était la matière dans laquelle j'étais vraiment le plus à l'aise. Je savais pas trop, et puis mon année de terminale a pas été très heureuse en termes d'orientation. Enfin, on pourra éventuellement y revenir, mais ça n'a pas été très bien construit. Donc, prise un peu dans la panique, j'étais à l'aise en mathématiques, donc je me suis inscrite à la faculté de mathématiques de Poitiers, puisque je suis originaire de Poitiers. Et en fait, alors après, ce qui s'est passé, là aussi, concours de circonstances, parce que j'ai pas franchement bossé la première année de fac. J'étais juste assidue en cours. Et je l'ai eu, en plus, cette première année de DUG. Alors, vraiment ric-rac, mais je l'ai eu. Et là, donc, notamment mes parents m'ont dit, attends, si tu l'as, faut que tu continues. Parce que déjà, là, je commençais à dire, je sais pas trop. Et puis, en fait, en y étant une 2e année, je me suis dit, mathématiques. Alors, en parallèle, je travaillais beaucoup en milieu périscolaire. J'avais passé en tant que quand j'étais un petit peu plus jeune le BAFA, j'avais fait de l'animation et donc j'ai travaillé avec une très belle association de Poitiers qui s'appelle encore le Toit du Monde parce qu'elle existe tout le temps. La première année j'étais bénévole
Et en fait, j'allais aider des enfants le soir à réaliser leur travail scolaire. Et je suis après devenue vacataire de cette association. Donc, ce que je faisais le soir, j'étais rémunérée pour le faire. Et voilà, ça me plaisait énormément. Et donc, je me suis dit, allez, tu aimes être dans l'aspect un petit peu pédagogique, l'enseignement, et à côté, tu fais des mathématiques. Un peu naturellement, je me suis dit, allez, il faut que je sois professeure de mathématiques. Ce qui m'a permis de poursuivre après, de finir mon DUG, de passer ma licence, et puis après de m'inscrire au concours pour être professeur de mathématiques. Et à l'époque, en fait, quand on passait le concours, on pouvait avoir une allocation. Ça s'appelait une allocation. Donc j'ai eu cette allocation, c'est-à-dire que l'année où j'ai dû passer mon concours, j'ai pu arrêter ce travail que je faisais en parallèle pour me consacrer complètement à ce concours. Et alors après, là aussi, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je l'ai eu du premier coup. Alors voilà, je l'ai eu en me disant que si je l'avais pas eu, je l'aurais jamais pu repasser parce que j'en garde pas un bon souvenir de ce passage de concours, mais je l'ai eu. Et donc, ça a commencé comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu quand même dans ce métier parce que tu y es resté un petit moment? Ah oui, oui, beaucoup, bien sûr. Oui. Non, j'ai toujours beaucoup aimé. Alors, je pense que quelque chose que j'ai vraiment toujours beaucoup aimé, c'était la préparation des cours. J'ai toujours beaucoup aimé aussi l'aspect peut-être didactique, c'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, d'où viennent les choses, comment je peux les expliquer aux élèves. Alors ça m'a toujours vraiment beaucoup intéressée. Savoir quels exercices j'allais choisir, pourquoi je le faisais. Ça, c'était quelque chose qui était tout le temps très, très agréable. Ce que je vivais en classe était aussi très agréable au départ. Et puis, c'est peut-être cet aspect-là qui s'est dégradé, en fait, au cours du temps. Et jusqu'au bout, la préparation des cours a toujours été plutôt agréable, vraiment. Mais parfois, entre ce que je préparais et puis ce que je vivais, il y avait un grand écart et le retour devenait compliqué. Qu'est-ce qui fait justement de manière plus précise que petit à petit, tu as décidé de t'en aller ? Ce qui a fait vraiment que j'ai décidé de m'en aller, alors le départ après, ce qui était un peu brutal en fait, c'est un jour j'étais en classe et je me suis vraiment, alors déjà la petite musique, mais qu'est-ce que je fais là était bien présente depuis un moment, mais là elle était trop présente et je me suis dit en fait j'ai plus rien à faire ici, c'est pas ma place. Et donc, j'ai préféré vraiment arrêter. Et quand tu as pris cette décision-là, d'un point de vue administratif, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as demandé un temps partiel pour t'arrêter petit à petit ? Est-ce que tu as claqué la porte d'un coup ? Est-ce que tu as pris une dispo ? Alors, il y a eu deux choses. J'avais demandé à être à temps partiel. Donc, depuis 1 an, parce qu'en fait, j'ai même arrêté en cours d'année. Donc, depuis 1 an et quelques mois, j'étais en ce qu'on appelle, nous, un 12-18e, c'est-à-dire que je ne faisais plus que 12 heures d'enseignement alors que mon temps plein voulait que j'en fasse 18. Donc, j'avais passé 1 année comme ça, complète. Là, j'en abordais une deuxième et je constatais que malgré la réduction de ce temps de travail, j'étais toujours pas satisfaite. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, voilà, c'est un souvenir très précis. C'était un mardi, je travaillais pas le mardi après-midi. J'ai tenu toute la matinée, mais le midi, je me suis effondrée. Enfin, voilà, ce qui se passait déjà un petit peu régulièrement. Et là, avec mon conjoint m'a dit, bon, stop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et donc, en fait, je me suis mise en arrêt. Et de cet arrêt, je ne suis jamais retournée en classe. D'accord. Donc, ça a été un arrêt très brutal, en fait. Oui, très brutal, mais très nécessaire, visiblement. Ah oui. Bizarrement nécessaire. C'est-à-dire que d'ailleurs, il a fallu très vite que je me sorte de cette situation parce que... alors voilà, l'arrêt médical est venu parce qu'il fallait bien que je trouve quelque chose. Mais en fait... voilà, une fois que je ne travaillais plus, j'allais quand même très bien. Enfin voilà, il a fallu très vite que je sorte de ça. Donc j'ai eu un arrêt, je me rappelle, je pense que j'ai été arrêtée mi-octobre. De mémoire, en n'étant pas très sûre, c'était un 16 octobre. Mais dès janvier, je reprenais en fait la formation pour être CPE. Donc ça n'a pas duré très très longtemps. Et sur cette durée-là, il a fallu que je me batte, mais c'est vrai que voilà, pour moi, il était évident et pour le médecin qui m'avait arrêté aussi que on ne pouvait pas continuer sur un arrêt. Cet arrêt n'avait pas de sens médicalement parlant.
Et je ne voulais pas en abuser du tout. J'ai pu trouver une alternance, une alternative plutôt. D'accord. Et est-ce que justement cette idée-là de changement, tu l'avais déjà avant de te mettre en arrêt ou est-ce que tu l'as découverte après ? Ah non, je l'avais bien avant. C'est pour ça que ça a été possible aussi. Je l'avais vraiment bien avant. Comment ça t'est venu et pourquoi cette voie-là ? Alors, comment ça m'est venu ? Je pense que c'est vraiment la fonction de professeur principal qui m'a permis petit à petit de me rendre compte que c'était bien dans la recherche de solutions plus individuelles pour l'élève qui m'intéressait vraiment, un travail plus pluridisciplinaire avec d'autres adultes dans l'enceinte d'un établissement. C'est vraiment cette fonction-là, cette fonction de professeur principal qui m'a permis de me dire que c'était la fonction de CPE que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que j'avais fait tout un tas de démarches quand même à côté. J'avais même fait un stage en fait dans une autre académie, puisque nos académies sont pas en vacances à la même période, et en fait sur des vacances d'hiver que moi j'avais en février, je suis allée faire un stage justement dans un collège pas loin de Poitiers, puisque eux n'étaient pas en vacances, avec une CPE d'une amie commune, pour que je puisse voir un petit peu quel était son métier, et puis ça m'avait beaucoup plu, ouais. Et quand on veut faire un stage comme ça pour découvrir un autre métier, ça se passe comment ? C'est parce que toi, tu connaissais quelqu'un et c'était à l'amiable ? Ou est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à faire d'un point de vue légal ? Et est-ce qu'on peut postuler à ce genre de choses ? Alors, comme ça, de mémoire, je suis pas passée par quelque chose de tout à fait formel, en fait. Je pense que ça s'est fait de manière un peu informelle. Alors, ouvertement, bien évidemment, mais de manière un peu informelle, puisque moi j'étais partante, j'étais sur Poitiers au moment où je l'ai fait. J'ai pas souvenir d'avoir attendu des autorisations particulières. Bien évidemment, j'avais l'autorisation de la collègue qui m'accueillait et puis de sa chef d'établissement, mais pas au-delà, je crois. D'accord, donc en fait, sur le simple principe de la bonne volonté, exactement, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Oui, tout à fait. D'accord. C'est bon à savoir parce que ça peut être intéressant pour tester justement avant de se lancer vraiment dans quelque chose, que des fois on a une idée d'une profession qui n'est pas tout à fait la même sur le terrain que ce qu'on s'imagine. Et du coup, quand tu as fait ce stage-là, toi, c'est ça qui a fini de te décider que c'est ce que tu voulais faire, quoi. Tout à fait. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Et quand justement tu as commencé, donc tu me parlais d'alternance, comment est-ce que ça s'est passé d'un point de vue administratif ? Donc ton arrêt s'est arrêté. Et ensuite, comment tu bascules de l'un à l'autre ? Puisque c'est toujours l'éducation nationale, mais c'est pas le même poste. Oh là, ça s'est fait en plusieurs étapes en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est que donc il a fallu, et ça a été compliqué. Il a fallu que je rencontre des personnes au niveau du rectorat de Caen, puisque j'étais en poste dans l'académie de Caen. Et il a fallu que des personnes au niveau du rectorat de Caen actent ce changement en fait, c'est-à-dire décident que ce soit possible. Et ça a été assez compliqué. Il a fallu que j'ai un rendez-vous avec la personne qui était responsable du personnel, la responsable du personnel au niveau du rectorat de Caen, et j'ai réussi à avoir ce rendez-vous en décembre. J'avoue que ce rendez-vous au début a été un petit peu tendu parce que je lui avais envoyé des messages et je la pressais en quelque sorte. C'est-à-dire que moi ça a été aussi en ma faveur, c'est-à-dire que j'étais très claire avec moi. Moi, ce que je demandais à l'éducation nationale, c'était deux choses. Soit ils acceptent ma reconversion en tant que CPE, soit ils actent le fait que je démissionne pour pouvoir immédiatement faire autre chose. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit, et ça je pense que c'est quand même assez important, et bien sûr ça avait été pensé, enfin c'était possible parce que j'étais pas non plus toute seule, j'étais accompagnée notamment par mon conjoint. C'était évident que donc je ne remettrais plus les pieds dans un établissement scolaire en tant que professeur de mathématiques, ça je ne voulais plus le faire. Donc il y avait deux hypothèses pour moi, soit effectivement devenir conseillère principale d'éducation, ce que je souhaitais, soit partir sur autre chose. Et j'avoue que dans ma tête, j'étais prête à partir sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais juste besoin de l'autorisation de l'éducation nationale pour que je n'exerce plus, pour pouvoir aller dans la première agence d'intérim de là où j'habite, pour pouvoir faire n'importe quelle aventure. J'étais vraiment prête à partir sur n'importe quelle aventure professionnelle. Je me disais, il n'y a pas de raison.
Je dois pouvoir, à un moment donné, trouver un truc et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, en fait, et cette intime conviction, je pense que ça a été ma force, en fait. Et je les ai donc... j'ai pas hésité à dire, écoutez, il faut que vous me trouviez une solution. C'est l'une ou l'autre, mais il faut que vous soyez clair avec moi. Donc, effectivement, je leur ai envoyé plusieurs messages en disant, là, il y a urgence parce que je ne veux plus que l'arrêt maladie perdure. Ça, c'était clair aussi que je ne voulais plus demander à ce médecin de continuer cet arrêt maladie qui n'avait aucun sens, puisque j'étais pas malade. Enfin, j'ai eu besoin à un moment donné pour avoir quand même me reposer certainement. Mais là, le temps était passé et j'étais psychologiquement et physiquement prête à avoir une activité professionnelle. Le problème n'était pas là. Elle a quand même accepté de me recevoir, donc un petit peu au départ avec une posture un peu autoritaire, en me reprochant ma démarche. Bon, voilà, je me suis excusée auprès d'elle. Et puis, en fait, elle m'a donné un statut de stagiaire. J'ai été stagiaire CPE, en fait. Et j'ai intégré la formation des stagiaires CPE qui avaient eu le concours. Ok, qui eux avaient commencé, j'imagine, en septembre. Eux avaient commencé en septembre. Je les ai rejoints en janvier. Ok, du coup, tu as pu rattraper, parce que, alors, c'est comment ? C'est mi-cours, mi-pratique en établissement scolaire ? Voilà. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que comme j'étais de toute manière déjà à temps partiel, je me partageais entre la fonction de CPE sur le terrain dans un établissement scolaire avec un CPE qui était mon tuteur. Donc, sur la fin de l'année scolaire, on a coupé l'année en deux. J'ai fait 3 mois dans un collège et 3 mois dans un lycée. Et puis, j'allais une journée par semaine sur un temps où, en fait, normalement, je devais pas travailler puisque j'étais pas à temps complet. J'allais une fois par semaine à Caen où je rejoignais ce groupe qui suivait sa formation. Donc, c'était une fois par semaine. Ok, et je reviens juste sur quelque chose parce que j'ai acquiescé bêtement, mais je me rends compte de ce que ça veut dire. Tu as rejoint la formation de personnes qui avaient passé et obtenu un concours, mais toi, tu n'as pas eu besoin de ce concours. Non, j'ai pas eu besoin de ce concours. Ah bah, comme quoi, tout est possible. Exactement. Et à la suite de ça, à la fin de l'année, je suis retournée voir cette personne au rectorat qui m'a proposé, qui a fait un petit bilan avec moi et qui m'a proposé un poste dans l'Orne. Et c'est là où je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est que à l'époque, dans l'Orne, il y avait un manque de CPE. Donc, ils ont bien vu que et en plus je suis dans le Perche, ce qui est un coin encore plus éloigné en tout cas de Caen dans cette académie. Donc il y avait pas grand monde et il y avait des contractuels et puis ils avaient peut-être du mal à trouver des contractuels, donc ils ont senti que c'était possible. Donc ils m'ont proposé un poste dans un établissement qui est en plus pas un tout petit établissement, qui est un établissement important ici géographiquement et qui est pas très loin de chez moi. Et bon voilà, j'ai bien senti que là j'avais pas trop le choix, j'ai accepté. Ça m'a forcément fait un peu peur au départ parce que je me disais oula, mais j'ai été en poste dans cet établissement et j'ai fait 4 ans dans cet établissement et c'est au cours de ces 4 années que les choses se sont officialisées, c'est-à-dire que, c'est des mots un peu particuliers, mais j'ai quitté ce qu'on appelle le corps des professeurs de mathématiques pour intégrer le corps des conseillers principaux d'éducation. Mais tout ça sans passer de concours, puisque j'avais déjà un concours, en fait, de l'éducation nationale. Donc, ils n'ont pas exigé que j'ai le concours de CPE. Ok, et c'est pas non plus un détachement, c'est vraiment juste un changement sur la catégorie de personnel à qui tu appartiens, quoi. C'est ça, c'est une espèce de... Alors, on peut le voir comme un détachement, rattachement, mais voilà, c'est le détachement du corps des professeurs de mathématiques vers le rattachement au corps des CPE. Mais c'est purement administratif. Moi, j'ai jamais vu de grand chose, quoi. Oui, c'est que là, en fait, la particularité, c'est que ça a arrangé vraiment tout le monde, quoi. Exactement. Du coup, tout le monde y a mis du sien et quand on veut, on peut, quoi. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ça a été
un joli concours de circonstances là pour le coup. Ouais, ça fait plaisir à entendre en tout cas quand ça se passe bien comme ça, même si voilà ça a été difficile avant, hein, forcément on n'a rien sans rien, mais ça fait plaisir d'entendre que ça peut bien se passer dans les deux sens. Effectivement. Alors il faut beaucoup de persévérance et il faut y croire. Il faut effectivement à un moment donné se dire qu'il y a forcément une solution pour soi et aller au bout des choses. C'est ça. En fait, la difficulté, je pense qu'elle est là, c'est que des fois, quand ça ne va plus du tout, on a du mal à y croire, on a du mal à persévérer et on a du mal à se dire qu'il va y avoir une solution quelque part. Et c'est là que des fois, on lâche et il lui aurait pas fallu lâcher, en fait. Mais c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte qu'on a bien fait de s'accrocher. Mais des fois, quand tu peux pas, c'est compliqué, quoi. Mais bon, en tout cas, félicitations pour ça. Pendant la formation, donc toi, ta formation, du coup, a duré plus ou moins une demi-année. Donc pas une année complète, quoi. Pendant cette formation, comme c'est de l'alternance, est-ce que tu étais toujours rémunérée ou pas ? Ah oui. Ah oui, voilà. Ils ont rien changé, donc j'étais toujours rémunérée à temps partiel. Alors voilà, je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais administrativement en fait, alors ça passe même un peu inaperçu en fait. Ils m'ont mis stagiaire. Mais c'est comptabilisé aussi dans mon temps de travail, etc., comme ma deuxième année, encore comme professeur de mathématiques, parce que j'étais quand même dans ce corps des professeurs de mathématiques, mais à temps partiel sur toute l'année. D'accord, donc tu n'es pas retombée à un salaire de stagiaire ? Non. Pour ensuite recommencer de 1300, j'imagine, ça doit être comme professeur des écoles, plus ou moins, pour repartir après. D'accord. Ok, donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est une question qui est importante quand même à se poser, quoi. Ah non, moi il y a eu aucune rupture et même après, c'est-à-dire que ils ont repris bien sûr mon ancienneté, mon échelon qu'ils ont rapatrié dans le corps des conseillers principaux d'éducation. D'accord, finalement comme un détachement dans d'autres catégories de la fonction publique en fait. Et exactement, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend en formation de CPE ? Alors j'ai appris plein de choses en fait. Je suivais des cours sur l'adolescence, la gestion des assistants d'éducation. On faisait beaucoup de temps aussi de discussion sur des situations pratiques. Tout ce qu'on peut apprendre en formation par rapport à ce métier-là. Les relations avec les autres personnels, les spécificités des collèges, des lycées, de l'internat. Parce que mes souvenirs sont lointains, mais donc je suis certaine d'avoir eu une CPE quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée. Mais est-ce que au-delà ou dans d'autres types d'établissements, il y en a ? Ah non. D'ailleurs, c'est une fonction un peu particulière parce qu'elle est spécifique aussi à l'enseignement français. C'est pas aussi bien on trouve des professeurs dans tous les pays. La fonction de CPE est particulière au système éducatif français. Il y a plein d'autres pays où ça n'existe pas. Ok. Et justement, le métier de CPE, en quoi ça consiste ? Alors, le métier de CPE, il consiste à animer ce qu'on appelle à coordonner ce qu'on appelle la vie scolaire dans un établissement. Donc, les élèves, ils sont présents du matin au soir et parfois même pour la nuit quand il y a un internat. Et donc, il faut bien qu'il y ait une gestion de leur vie en dehors des heures de cours, quand ils sont pris justement en charge par les professeurs. Et donc, cette gestion de la vie, ce qu'on appelle la vie scolaire, elle incombe aux conseillers principaux d'éducation. Donc, c'est eux qui doivent l'organiser. Donc, ils la vivent, alors effectivement, avec ce qu'on appelle maintenant des assistants d'éducation, qui eux sont vraiment plus sur le terrain en mission pour assurer ces temps-là. Donc ça va de l'accueil le matin, par exemple, à après la surveillance des temps d'études quand les élèves ne sont pas en classe. Bien sûr, le temps du midi. Donc le passage au self, l'animation qu'il peut y avoir pendant le temps de la récréation, des clubs, éventuellement la gestion des clubs, jusqu'à la fin de la journée. Et puis quand on est en internat, bien évidemment la gestion aussi du temps personnel de travail de l'élève, de leur temps d'animation et de loisirs. Et puis le coucher, le réveil, etc. D'accord. Et est-ce que tu es la supérieure hiérarchique des assistants d'éducation ? Non, je suis pas leur supérieur hiérarchique. Le supérieur ou la supérieure hiérarchique, c'est systématiquement le chef d'établissement. Moi, je suis ce qu'on appelle le conseiller principal d'éducation et ce qu'on appelle le chef de service. C'est-à-dire que par contre, c'est moi qui
organise avec eux leur activité. Voilà, qui suis responsable du fonctionnement de cette vie scolaire, mais je suis pas directement leur supérieur hiérarchique, administrativement parlant en tout cas. Ouais. Et du coup, parmi toutes ces fonctions, qu'est-ce qui te plaît plus et qu'est-ce que tu apprécies moins ? Ce qui me plaît beaucoup, c'est bien sûr faire en sorte que les élèves puissent être je suis convaincue que c'est extrêmement important justement pour qu'ils puissent être bien après en classe et justement pour vivre des heures de cours qui leur soient bénéfiques, qu'ils puissent être bien dans leur établissement scolaire. Donc c'est leur permettre de vivre dans un établissement le plus chaleureux possible, j'ai envie de dire, et bien sûr ce qui va aussi de pair le plus sécurisant possible, puisqu'il y a aussi cet aspect sécurité. Hein. On est aussi en charge de ce volet-là, de faire en sorte que chaque élève se sente bien et ne soit pas importuné, insulté, violenté, bousculé, etc. Donc on a tout cet aspect-là à avoir à l'esprit. Et puis qu'ils puissent aussi avoir des temps de loisirs, de plaisir, de rencontres entre eux, de jeux, parce que c'est extrêmement important aussi. Faire en sorte aussi que le repas, ce soit un moment agréable pour eux. Enfin, voilà, donc ça c'est extrêmement important pour moi. Et puis après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est parce que le conseiller principal d'éducation, il a souvent, quand il y a des petites choses qui dysfonctionnent au niveau d'un élève, c'est souvent lui. Alors il y a des professeurs interviennent beaucoup, hein, mais quand ça se passe sur les temps de vie scolaire ou quand c'est à une échelle un peu plus importante, c'est souvent le conseiller principal d'éducation qui doit gérer la situation. Et donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Enfin, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la médiation en fait. Je reçois des élèves qui ont vécu quelque chose qui va pas ou auquel on va reprocher quelque chose, et il va falloir que je fasse en sorte que ça puisse un peu bouger. Et ça j'adore parce que voilà, l'idée c'est de les faire réfléchir en fait, et ça c'est ce que j'aime énormément. Ok, je m'attendais à ce que ce soit ce que tu allais me dire qui allait être peut-être le plus compliqué ou le moins plaisant, parce que c'est ce qu'on a souvent comme image qui est renvoyée dans les médias, dans les séries, dans les films, etc. Souvent, c'est ce côté-là, l'adolescent exécrable qui se fait envoyer chez le CPE et qui est vraiment, tu sais, c'est les âges où on est vraiment des boules d'émotions, quoi. Et donc, je pensais, moi, si je m'imagine faire ce métier-là, je me dis, waouh, ça vraiment, c'est le truc que j'aimerais pas avoir à gérer, je saurais vraiment pas m'y prendre, quoi. Donc, je pensais que ça allait être vraiment le côté négatif, le gros point noir. Et tu vois, je trouve ça super intéressant que, en fait, pas du tout. Justement, c'est formidable de pouvoir constater que un enfant, enfin un ado, arrive justement avec une émotion très forte et que par la discussion, par des temps de pause aussi, par parfois l'acceptation de son émotion, c'est-à-dire le fait qu'il soit en colère, puis de rien lui dire, le fait qu'il pleure aussi. Ça passe, et qu'après on peut revenir, on peut discuter, et puis on peut essayer de construire quelque chose pour que il comprenne ce qui s'est passé en lui avec les autres, et que peut-être il le recommence pas. Alors ça c'est pas magique du tout. c'est souvent des processus il faut souvent recommencer, et puis voilà, avec certains c'est plus compliqué, mais il y a en tout cas à un moment donné ce temps d'échange qui me semble important, et puis dans lequel je fais aussi passer des messages qui sont importants pour moi, et notamment toute la gestion de la violence, parce qu'il y en a. Elle peut être verbale, elle peut être de plein de formes différentes, mais il y en a vraiment, je pense, dans tous les établissements et avec tous nos ados, mais c'est quelque chose qu'ils ont aussi à apprendre à gérer, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi et sur lequel j'aime aussi travailler. Et du coup, si ça c'est quelque chose qui t'anime et qui te plaît, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins ou pas du tout ? Alors peut-être que ce qui me plaît moins, c'est parfois la gestion collective. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, alors d'ailleurs qui vient de moi. Enfin, c'est certainement dans les choses que j'ai à travailler, et que peut-être j'aurais dû travailler aussi quand j'étais professeur de mathématiques. C'est bien à un moment donné la gestion du groupe qui reste peut-être pour moi un peu plus compliqué à gérer en fait. Les flux d'élèves, ça je pense que je les gère à peu près bien, mais parfois c'est les phénomènes de groupe, ça c'est peut-être des choses que je gère un petit peu moins bien, quoi. Voilà.
Mais c'est pas non plus peut-être les situations dans lesquelles je me retrouve le plus, donc finalement ça se gère bien. Mais c'est vrai que voilà, quand on a envie de faire passer un message et que justement à un moment donné le groupe n'est pas réactif et qu'il va y avoir un entraînement du groupe vers autre chose, c'est peut-être là que je me sens un peu plus déstabilisée et que j'arrive moins à recentrer sur ce que je voulais faire passer. Je pense qu'en classe, c'est quelque chose qu'on a tous rencontré au moins une fois. Je pense qu'on voit tous très bien de quoi tu veux parler. Et si on fait une petite comparaison avec le métier d'enseignant de mathématiques, donc au niveau du salaire, tu me disais en gros statu quo, ça n'a pas bougé, ça évolue de la même façon, du coup j'imagine. Exactement. Ok. Exactement. Au niveau de la quantité de travail, que ce soit le temps de travail hebdomadaire, mais aussi d'un point de vue annuel par rapport aux vacances, est-ce qu'il y a une différence ? Alors, il y a des différences. Alors, dans mon quotidien, tout est une histoire de perception. Alors, effectivement, j'ai pas du tout la même liberté que celle des enseignants. Ça, c'est une évidence, puisque moi, je travaille sur 4 jours. Je travaille pas le mercredi. C'est-à-dire que, en tant que CPE, on a un certain nombre d'heures à faire. On peut prendre des heures pour en faire du travail personnel en quelque sorte. C'est normalement un temps où on peut rédiger, un temps de rédaction, un temps de lecture, etc. Donc moi ça, je prends ce temps-là en fait le mercredi matin. Donc je fais un peu en fait du travail à distance. C'est une forme de travail à distance. Donc j'y vais 4 fois par semaine dans mon établissement. Moi, j'y vais beaucoup. Je pense que j'y vais un peu plus que ce qui est normalement prévu. Je pourrais y aller moins, mais ça me semble important pour que ça fonctionne bien que j'y aille autant. Donc, je fais des assez grosses journées. Moi, je suis dans mon établissement dès 7h30 le matin puisque je veux être là, en fait, avant l'arrivée des assistants d'éducation. Je trouve que voilà, c'est bon. Aussi bien le mercredi, c'est acté, je ne suis pas là, c'est comme ça, ils le savent. Aussi bien, je trouve que je suis pas très à l'aise sur le fait que eux doivent faire beaucoup d'heures et moi moins. Enfin voilà. Donc et puis j'aime bien le matin. En fait, je me prends un petit temps où je prépare, j'allume mon ordinateur et puis je leur prépare un peu la journée aussi. Et donc quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et puis moi, j'ai des petites demandes et comme ça, c'est assez facile. Et puis je suis là aussi pour l'accueil direct des élèves. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Souvent le soir, voilà, je ne pars pas avant 17h30 au mieux, et puis des fois plus, puisque comme je suis dans un petit établissement où il n'y a pas d'adjoint, par exemple, j'ai accepté d'animer des conseils de classe. Donc au moment des conseils de classe, j'en fais plusieurs parce que je les anime. Et puis j'ai tout un tas de réunions quand même le soir, des familles à rencontrer qui ne peuvent pas se libérer en journée. Donc voilà, des fois ça peut dépasser. Et je fais une journée continue, c'est-à-dire que le midi je suis disponible puisque c'est aussi un temps où je peux voir les élèves parce qu'ils n'ont pas classe. C'est aussi un moment où il peut se passer des choses parce que c'est la cour de récréation. Donc je suis disponible. Donc souvent mon temps de repas est assez court. Il se limite en fait à une demi-heure et puis après j'essaye d'être relativement disponible. Et puis c'est aussi sur ce moment du midi où on a aussi un certain nombre de réunions. Donc je fais des journées bien complètes. Donc en ça, j'ai pas du tout la liberté d'un enseignant qui parfois a des journées moins complètes, qui peut vraiment rentrer chez lui pour déjeuner. Ça c'est des choses que je fais plus du tout quoi. Et quand tu rentres chez toi le soir ou le week-end, est-ce que tu as encore des choses à préparer ou est-ce que tu arrives à t'organiser de manière à tout faire quand tu es en poste ? Idéalement, il faudrait que je fasse tout. Mais après, c'est mon organisation. Et puis alors là, pour le coup, mon passé de prof fait que moi, j'ai aucun scrupule à travailler de chez moi. Enfin, je veux dire, je le faisais avant. Je vois pas pourquoi je le ferais pas maintenant. Donc, oui, ça m'arrive de travailler à la maison. De toute manière... Non, mais ça, je pense que là, c'est beaucoup de fonctions dans l'éducation nationale. Il y a une espèce de veille permanente, en fait. C'est-à-dire que, oui, je vais, en plus, j'ai dissocié. Donc oui, je vais régulièrement me voir ma boîte professionnelle dans le week-end ou des fois un peu le soir pour voir si c'est pas, voilà. Le mercredi, je le fais énormément parce que, le mercredi après-midi, c'est aussi un moment où les collègues ont le temps pour, m'envoyer un mail, me raconter plus en détail quelque chose. Donc il y a tous ces temps d'échange. Donc et puis parfois pour
diffuser une information à tout le monde, eh ben, je préfère le faire presque de chez moi avec mon ordinateur à moi. Et puis. Et c'est quelque chose qui te coûte ou pas? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, parce que je m'y retrouve après dans la qualité de mon travail au quotidien. Donc, pas du tout. D'accord, ok. Et tu me disais hors micro qu'au niveau des vacances, ça ne se passe pas de la même façon. Ah ouais, alors c'est un peu différent effectivement pour les conseillers principaux d'éducation. Donc ils ont l'obligation de terminer une semaine après la sortie des élèves et ils reprennent une semaine avant la rentrée des élèves. Donc notre année scolaire est un peu plus longue. Et puis on a aussi, alors ça peut dépendre un peu des établissements, mais on a aussi normalement de l'astreinte à faire sur un temps de vacances. Quelques jours de présence pour être sûr qu'il y ait quelqu'un dans l'établissement. D'accord, par rapport à des risques de cambriolage ou... Ah, pas du tout. C'est pas que de la présence, mais c'est aussi pour répondre éventuellement à des appels téléphoniques de parents. Voilà. Donc, il peut y avoir la présence aussi de quelqu'un au niveau du secrétariat, mais s'il y a besoin, souvent on se relaie entre les différents personnels, un peu de l'équipe de direction, pour qu'il y ait une présence sur quelques jours. C'est-à-dire que l'établissement, en fait, reste ouvert sur quelques jours, souvent pour de l'entretien. Des fois, il y a du ménage. Donc, il y a souvent l'agent d'accueil qui est également présent, des membres du secrétariat de direction, secrétariat d'intendance, par exemple. Et il y a forcément aussi des gens un petit peu plus sur l'aspect pédagogique, donc chef d'établissement, adjoint, et puis ça peut être CPE aussi. Ok, bon, c'est beaucoup plus logique que le cambriolage. Effectivement, je t'ai confondu avec une gendarme, pardon. Non, c'est pas ça. Je regarde pas les caméras, il y a pas de tout ça. C'est qu'en fait, tout ce que tu viens de me dire, ça ne m'est pas du tout venu à l'idée parce que je ne connais pas déjà ton métier, mais en plus, moi, j'étais dans le primaire et donc quand je reçois des personnes du secondaire, pour moi, c'est un autre monde. Il y a aussi les assistants d'éducation, des fois, qui reviennent comme ça sur des temps un petit peu de permanence. Après, ça peut dépendre des établissements, s'il y a des choses à faire, notamment du tri, gérer certaines choses, ils peuvent revenir aussi. Et est-ce que tu as d'éventuels regrets vis-à-vis de ce changement de fonction ? Ah, mais aucun. aucun, vraiment. Non. C'est rigolo parce que voilà, ça se sait que j'ai été professeur de mathématiques, donc ça m'arrive quand justement les assistants d'éducation bloquent sur un exercice de maths, je suis un peu la personne relais. Donc voilà, donc ça m'arrive un petit peu de réexpliquer des choses à des élèves, et ça, je trouve ça assez rigolo. Mais pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Non. Je m'interroge sur le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que, alors que j'ai quand même aimé ce métier vraiment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'était plus possible de le faire? Je pense que j'avais perdu le sens de ce qu'il fallait y faire, c'est-à-dire que vraiment, j'en pouvais plus de ces. Bon, voilà, quand on est professeur de mathématiques, il faut enseigner les fractions, les équations. J'essayais systématiquement le maths, quand je préparais les cours, d'y trouver du sens et de me convaincre que ça pouvait avoir du sens. Mais quand je le vivais face aux élèves, là ça fonctionnait plus du tout, quoi, en fait. Et ce qui était vraiment compliqué, c'était le décalage, c'est-à-dire que je me retrouvais des fois face à des élèves et c'est pour ça que j'avais le sentiment de ne plus être utile du tout. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui savaient déjà, et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas franchement besoin de moi à ce moment-là. Et puis ceux qui n'y arrivaient pas du tout, et là, j'arrivais pas à les faire progresser, en fait. Oui, il y a un delta trop grand dans un même groupe, c'est difficile de s'adapter à tout le monde. Et donc, je ne savais plus pourquoi j'étais là. J'avais l'impression de ne pas alimenter suffisamment ceux qui étaient prêts à passer à autre chose et qui en avaient un peu marre parfois de mes exercices redondants, enfin, je sais pas exactement. Et puis en même temps, ceux qui, alors que j'essayais d'expliquer plusieurs fois, d'essayer de faire comprendre, n'y arrivait pas par des blocages que je maîtrisais plus ou moins, et donc c'était compliqué. Et je pense aussi, alors après, que comme peut-être beaucoup d'enseignants, alors je me sentais pas franchement isolée, je suis toujours tombée avec des équipes très sympathiques, je garde un très bon souvenir des équipes que j'ai pu fréquenter, mais j'étais peut-être trop
aller à un côté bon élève. Il y avait ce poids du programme. Il fallait justement que je fasse ces fameuses équations, qu'il fallait que je fasse ces fameuses fractions et donc j'y allais mais avec plus aucune conviction, et je crois que ça se ressent tellement fort quand on n'a plus de conviction que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et puis c'est difficile de duper que ce soit des enfants ou des ados qui sont aussi sensibles dans ces âges-là. Je pense que c'est un peu des éponges, ils doivent tout ressentir, quoi. Tout à fait. Et justement, donc ça me rendait plus sûre de moi, et ça je pense qu'ils le percevaient très bien. Et de ce fait-là, ça rendait ma gestion de classe compliquée. Et eux devaient te dire « Mais madame, on n'aura jamais besoin du théorème de Pythagore, de toute façon, on s'en fiche. » Et à quoi ça sert ? Et pourquoi on fait ça ? Et bien sûr. Et puis je comprends rien, je comprendrai jamais rien. Enfin, moi c'était quelque chose que je vivais pas bien, quoi. Ouais, la dévalorisation, c'est pas simple. Et c'est vrai que les mathématiques, c'est un peu un domaine, je trouve, où c'est tout l'un ou tout l'autre. On entend souvent « je suis nul en maths », mais on n'entendra pas souvent « je suis nul en géographie », tu vois. Les maths, ça a vraiment une grosse importance, je trouve, dans l'enseignement en France. Bon, c'est beaucoup maths et français, mais c'est très opaque pour certains qui n'arrivent pas du tout à rentrer dedans et à en comprendre le concept, alors que pour d'autres, ça va être vraiment presque une question de logique, ça va être inné, quoi. On n'est pas tous égaux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, et quelque chose que je sais pas très bien faire aussi, et que des enseignants par contre y arrivent très bien, et c'est pas et tant mieux, c'est-à-dire être vraiment dans le c'est comme ça, voilà, il faut que tu appliques cette règle, il y a pas de problème. Et moi ça me gênait, j'avais besoin de savoir d'où venait cette règle, pourquoi on l'a appliquée, pourquoi, voilà, le pourquoi du pourquoi. Et donc comme je n'étais pas convaincue de ce que je faisais, ça c'était trop transparent, je pense, et tellement ressenti par les élèves que ça fonctionnait plus du tout. J'aime beaucoup savoir, comprendre d'où viennent les choses. Et d'ailleurs, ça a été aussi une de mes grandes presque frustrations dans ma formation, c'est-à-dire aussi bien quand j'ai étudié les mathématiques qu'après quand j'ai me suis formée pour les enseigner. Il y a plein de choses où en fait j'avais pas de réponse à mes questions, c'est-à-dire qu'en fait j'en avais bien un petit peu, je me suis souvent intéressée, j'aimais beaucoup l'histoire par exemple des mathématiques parce que ça créait du sens pour moi, ça c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Petit à petit en creusant je comprenais un petit peu mieux les choses, mais voilà, j'étais aussi très prise par cette activité de professeur, j'avais pas le temps de tout creuser, et donc je pense que je me suis peut-être un peu épuisée en fait au bout d'un moment. Voilà, il y a une forme d'épuisement, oui, vraiment. Et que dirais-tu si je te demandais de compléter la phrase suivante ? Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis. Alors, avant, j'étais prof, aujourd'hui, en accord avec moi-même. En accord avec moi-même, vraiment. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. c'est vraiment ça. Ou alors, aujourd'hui, je me pose pas la question. Voilà, je me pose pas de questions quand je vais travailler, et ça c'est un vrai confort en fait. J'y vais avec plaisir, et bien sûr il y a des moments, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des moments qui sont plus insécurisants que d'autres. C'est pas voilà, mais ça ne dure pas. Il y a plein de moments où je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je fais, j'en connais maintenant la valeur. C'est ça aussi, voilà. Je mesure, je pense, la valeur de ce que je peux faire. Et quand j'étais prof, j'arrivais pas à en mesurer la valeur. Mais ça me détruisait, en fait, un petit peu, je crois. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de ne plus se poser de questions, parce que c'est une réflexion que je me suis faite il y a vraiment pas si longtemps que ça, donc très tard, à l'échelle de ma courte vie, où il y a eu un moment de ma vie, là, récemment, où j'ai dit à mon copain « Tiens, ça fait longtemps que je me suis pas demandé si j'allais bien. » Et parce qu'en fait, tout allait bien. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas été malade, j'avais pas eu de douleur, je m'étais pas posé de dilemme existentiel, je m'étais pas demandé à quoi ça sert la vie, je m'étais pas et à quoi sert le sens de ce que je fais, enfin est-ce qu'il y a un sens à ce que je fais. Et du coup, j'en suis arrivée à cette conclusion-là de peut-être qu'en fait, des fois, quand tu te poses pas de questions, c'est qu'il y a pas de questions à se poser. Eh ben, qu'est-ce que c'est agréable.
C'est aussi des moments où, par exemple, la question du temps de travail, elle se pose pas beaucoup non plus, puisque c'est agréable de le faire. Alors bien sûr, et on va pas faire que ça. Enfin voilà, mais on arrive à trouver naturellement un équilibre entre ce temps de travail et ce temps pour la vie familiale, affective et amicale. Y a pas, et voilà, et pour faire autre chose. Donc c'est pas un problème. Oui, et c'est très essentiel de penser à soi et à sa vie personnelle aussi. Oui. Ouais. Et pour en arriver à ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, comme toi, ne trouvent plus de sens à ce qu'elles font en tant qu'enseignant ou enseignante et qui veulent, alors avec ou sans plan prédéfini, mais qui veulent changer, mais qui sont pas sûres ou qui n'osent pas? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi, je pense vraiment qu'il faut oser. Il faut oser passer le pas. Moi, je suis vraiment convaincue qu'il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on s'interdit en fait souvent trop de choses, que peut-être on se sent pas capable aussi de certaines choses. Alors oui, ça nécessite certainement de l'énergie, mais je pense que cette énergie, on l'a quand on a cette certitude. En fait, cette certitude, elle nous donne cette force, et donc on arrive à avoir cette énergie-là. Je pense, ouais, voilà, il faut oser vraiment, s'autoriser, oser. Il y a pas de problème là-dessus. Et par exemple, c'est aussi quelque chose qui m'aide dans ma pratique professionnelle, parce que j'en ai vraiment cette conviction-là profonde. Et aussi pour les élèves que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que moi je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde, et pour que ce que chacun ait et ce qu'il a envie de faire. Alors après ça se fera pas effectivement sans rien, mais quand on est bien avec soi-même, l'énergie qu'on y met, c'est une énergie valorisante et pas une énergie épuisante, donc c'est assez énorme, quoi. Pour le coup, je trouve que c'est magnifique la manière dont tu parles de ton métier. J'en suis presque émue, tellement tu as l'air heureuse quand tu en parles. C'est incroyable. Alors voilà, et peut-être que c'est ça aussi, parce que c'est un métier dans lequel j'y mets beaucoup de. Pour le coup, je vais revenir sur ce mot-là de conviction. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que je vais certainement pas changer la vie immédiate des adolescents que j'ai en face de moi, mais j'ai envie de leur créer du possible, de leur montrer qu'il y a une place pour eux, qui sont en construction, et qu'en plus, alors comme je suis au collège, c'est vraiment il y a des temps charnières au collège. Ils quittent ce statut d'enfant, donc uniquement beaucoup sous la responsabilité et le choix de leurs parents, et petit à petit ils vont vers cette vie d'adulte où il va y avoir plein de choix à faire, et nous on doit les accompagner pour ça. Et c'est vrai que c'est hyper important de leur dire qu'il y a plein de choses qui est possible, et que avec leur volonté, avec leur courage, avec leur motivation, ils vont pouvoir faire des choses. Moi, j'en suis convaincue. Oui. Je vis cette reconversion au sein de l'Éducation nationale comme un vrai bonheur tous les jours. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse de t'accueillir, pour que tu puisses le dire haut et fort, parce que voilà, tout n'est pas à jeter et on peut être bien au sein de l'Éducation nationale, et c'est important de le dire, parce que justement je ne veux pas faire passer le message inverse, et c'est pas parce que moi ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à la majorité des personnes que j'interviewe ici que ça ne convient à personne. Donc c'est important de le dire aussi. Mais ouais, et puis merci de manière générale. J'étais vraiment super contente d'apprendre tout ça, et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Ouais, réciproquement, et puis bonne continuation alors dans tous ces projets, parce qu'ils sont très très chouettes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette 3e saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son.
Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!